retour ici pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes restés toujours avec Ferdinand Haïté. Je rappelle qu'il est le patron du journal Alternative. Jidoku Onou, il est le rédacteur en chef. Ferdinand, si on prend le Togo, faut-il parler des villes togolaises? Ou bien c'est trop exagéré? Les villes togolaises, il n'y en a pas véritablement. Les villes modernes, avec des normes plus ou moins acceptables, il n'y en a pas. Pour ceux qui ont fait un peu l'intérieur du pays, quand vous y retournez, vous voyez que les villes n'ont pas bougé. Elles se sont peut-être un peu agrandies dans la pauvreté, mais vous retrouvez toujours les mêmes rues qui ne sont pas goudronnées, et il n'y a pas un aménagement conséquent, et donc tout se fait dans la pagaille. Et quand vous comparez nos villes, nos soi-disant villes, chefs-lieux de préfecture, de région, par rapport aux villes ghanéennes, même les villes moyennes ghanéennes, il n'y a pas photo. Vous savez que Koumassi, quand vous allez à Koumassi, Koumassi est plus modernisé que même la capitale togolaise, la ville de Lomé. Je n'ose pas comparer Lomé à Accra. C'est pour ça que je suis allé à Koumassi, parce que Koumassi c'est une ville secondaire. Et quand vous allez à Ho, vous comparez Lomé et Koumassi? Ah oui, mais il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Et quand vous allez à Ho, tout ça, vous voyez que les gens ont pris de l'avance, ont pris une longueur d'avance. Mais quand vous arrivez au Togo, compte tenu de la gestion catastrophique du pays pendant 50 ans, on n'a pas eu de municipalité, on n'a rien eu. On veut concentrer tous les pouvoirs au sommet de l'État. Pourtant, il y a des délégations spéciales. Les villes sont devenues comme des poubelles. Toutes les villes, vous allez à Ného, une ville touristique, tout est abandonné. Vous allez à Kbalimé, il n'y a qu'une seule rue. Généralement, dans nos villes, il n'y a qu'une seule rue qui traverse la ville. Et puis après, le reste, c'est la poussière est partout. Soit la nationale numéro 1, ou la nationale numéro 2, ou la nationale numéro 3, ou les routes secondaires et tout ça. Le reste, c'est la catastrophe. Et donc, tout ça fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent l'intérieur du pays parce qu'il n'y a pratiquement rien. Quand vous allez à l'intérieur du pays, les seuls fonctionnaires qui existent, c'est les gens de l'administration. Mairie, préfecture, impôts, et tous les démembrements, l'administration déconcentrée, si je peux parler ainsi. Il n'y a pas d'initiative. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous êtes à Lomé, que vous perdez votre boulot, vous n'êtes pas sûr d'aller gagner un boulot à Kbalimé, à Takpamé, à Ného, à Sokoré ou à Dapan. Alors qu'ailleurs, ce n'était pas ça. Oui. Et que vous perdez un boulot à Accra, vous pouvez en gagner à Ho, à Koumassi, à Obuasi, je ne sais pas, à Cape Coast. Parce que tout le pays bouge, tout le pays tourne. Il y a des industries qui sont installées, il y a des activités économiques. Les villes tournent. Chez nous, on a des villes qui sont complètement mortes. Et c'est bien dommage pour notre pays, et c'est dommage aussi pour le développement aussi. Le développement, on a pris du retard, et on n'est pas prêt de nous réveiller. Oui, Isidore, qu'est-ce qui peut expliquer l'état de dégradation avancée de nos villes? Est-ce que les autorités ne voient pas ça, ou bien on n'a pas encore la solution, ou bien ce n'est pas la priorité? Non, mais c'est la mauvaise gestion, c'est ça. C'est-à-dire rien ne peut expliquer cela que la mauvaise gestion, parce que depuis 50 ans, on n'a pas de politique de développement de nos villes. Comme Ferdinand l'a dit tout à l'heure, depuis on parle de 30 ans sans élections locales au Togo. Eh bien, c'est énorme. C'est une catastrophe. Le gouvernement dit qu'il va organiser bientôt les locales. C'est une catastrophe. Donc, ce serait une solution également. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les délégations. Aujourd'hui, je lisais quelque chose, un article sur un président de délégation spéciale de la politique de Golfe, les malversations, les gestions calamiteuses qui se passent là-bas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les gens savent qu'ils ne sont pas élus, qu'ils sont là pour des services rendus, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont des militants, des militants convaincus du parti au pouvoir, du régime, parce qu'ils sont là, parce qu'ils offrent certains services au régime, donc ils sont là permanemment, on les met là-bas, et personne n'a de compte à rendre à personne, même celui qui les a mis là-bas.
La personne ne vient pas demander comment est-ce que tu gères ta petite parcelle qu'on t'a confiée, comment tu gères ça. Le gars, il n'est pas perdant, il fait ce qu'il veut avec l'argent du pays. C'est au président, c'est million au président de venir demander les comptes rendus. Il y a des institutions pour ça. On parle d'élections locales. Il y a des institutions pour ça. Aujourd'hui, on sait ce que valent les institutions aujourd'hui au Togo. On parle de la Cour des comptes. Et récemment, ce qu'on a créé, le Apoussia, ça, c'est pour faire des yeux doux aux partenaires du Togo, mettre de l'argent dans la poche. Aujourd'hui, nos villes sont dans un état de déliquescence avancé. Oui, pas possible. Oui, justement, il y a un exemple, Ferdinand, il y a un exemple à Takpamé, par exemple, une ville de cette colline qui pendant longtemps n'a pas de feu tricolore. Et c'est récemment. Non, toutes les villes d'ailleurs de l'intérieur, oui, moi je n'en vois pas, hein, toutes les villes de l'intérieur au Togo n'ont pas de feu tricolore, n'ont pas cet aménagement que nous disons, il n'y a pratiquement rien. Donc il paraît qu'il y a un député là-bas qui veut offrir quelques feux tricolores et qui pense l'inaugurer, un député unique. Oui. Et tout ça, ça suscite je sais pas, les commentaires les plus... Ferdinand, oui. Et pourtant, il y a une direction, je crois qu'il y a un service d'aménagement territorial. Mais on n'a que des directions, ça ne sert à rien. Ça ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire que vous allez à l'intérieur du pays, vous prenez par exemple une ville comme Kara, et à part quelques immeubles qu'on a eu à construire, il n'y a rien. Mais pourtant, cette ville regorge des milliardaires, des gens qui ont volé l'argent de l'État. Ils n'ont pas des parents qui étaient des industriels ou je ne sais pas quoi. Ils ont énormément volé l'argent de l'État. Ils ont conduit plusieurs sociétés d'État à la faillite. Ils n'ont rien fait dans leur région. Ils préfèrent faire la fête avec les femmes, avoir des appartements aux États-Unis, en France et puis un peu partout. Et la vie s'arrête là. Certains ne sont même pas retournés pour réaménager les écoles dans lesquelles ils ont fait les premiers pas. Et ces écoles sont toujours dans un état de délabrement. En fait, on a en face des gens qui n'ont qu'un amour pour leur pays. Et c'est des gens qui sont là juste pour ramasser de l'argent, ramasser au maximum, garnir leurs comptes, envoyer leurs enfants à l'extérieur et rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et cette façon de faire, on n'en trouve plus dans notre région en Afrique. Dans certains pays, on vole, mais on développe. Chez nous, on vole, et on ne développe rien. Oui, parce que pourtant le Togo ne manque pas de milliardaires. Oui, mais ce n'est pas des milliardaires qui vont développer. Ce n'est pas des milliardaires qui ont acquis leur fortune par le travail. C'est des gens qui ont volé de l'argent de l'État. Il y a certes quelques personnes dans les affaires qui se sont fait eux-mêmes, qui sont des gens honnêtes, qui ont fait leurs affaires eux-mêmes, qui n'ont rien à voir avec l'État. Mais les autres, ceux qu'on présente dans ce pays comme des milliardaires, la plupart sont des voleurs de la République. Le Togo est le seul pays où les gouvernants, les directeurs de sociétés d'État sont plus riches que les hommes d'affaires. C'est incontestable. C'est une particularité. Les gens ont plusieurs maisons, les gens se permettent d'acheter des voitures de 100 millions en étant directeur de société d'État ou en étant ministre. Et ces gens-là, ils ne sont pas héritiers. Ils n'ont pas eu des ascendants qui sont des grands agriculteurs, qui ont eu un brevet d'invention, et qui étaient des industriels. Non, rien. C'est des gens qui sont sortis du village. Ils sont arrivés dans la capitale, et puis on les a bombardés du jour au lendemain. Un poste soit à Kpémé, ou je sais pas, phosphate, ou Sotoko, ou je ne sais pas, télécommunications. Ils sont devenus milliardaires pendant que les sociétés qu'ils ont eu à gérer sont tombées en faillite. Oui, Ferdinand, c'est ça, le Togo. Voilà le mal là. Et Isidore, que faire pour réinventer nos villes de demain? Je veux revenir sur un aspect. Vous avez constaté que lors des législatives passées, ces directeurs de société qui sont portés candidats à ces élections au nom de UNI, ils ne sont pas présentés dans leur localité, dans leur fief, dans leur village, dans leur contrée. En fait, c'est pour laisser la chance aux gens de postuler, de se présenter. Non, écoutez, parce qu'ils... Ce n'est pas ça, ça n'explique pas. Écoute, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien laissé derrière eux, qu'en retournant vers ces populations, ils seront ruinés. Ce ne sont pas les individus qui vont le faire, c'est à l'État de le faire. Ils ont fui leur localité pour aller se présenter dans d'autres localités. Maintenant, que faire pour réinventer nos villes de demain? Que faire? Aujourd'hui, il faut avoir des dirigeants qui ont des visions
pour ce pays. Nous avons aujourd'hui des gens qui veulent seulement arriver aux affaires, s'enrichir très rapidement et puis repartir. Nous l'avons évoqué là, dans notre parution la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, que aujourd'hui il y a ces nouveaux milliardaires autour de Fort. Il suffit seulement de créer un projet, il suffit seulement de créer un programme pour s'enrichir. Faites allusion au PND. On crée ces programmes au nom de ces populations, mais les populations ne voient pas les retombées de ce programme. Les populations s'appauvrissent davantage, alors que ceux qui créent les programmes s'enrichissent. Voilà le paradoxe. Oui, peut-être qu'avec le PND, ça va venir. Avec le PND, voilà. On suppose que ça va venir. On les a vus se rassembler à l'hôtel de Fleury avec un grand discours, avec le PND. Oui, ils ont lancé. Le développement a besoin d'un programme. Ferdinand, est-ce que la délocalisation des conseils des ministres est également une alternative pour le développement de nos villes? Moi, je vais d'abord parler du PND qui a été lancé ce matin. Moi, j'ai toujours dit que c'est un plan national de diversion parce que ce n'est pas après 14 ans de pouvoir et 50 ans ou 52 ans en total du père au fils qu'on découvre un matin qu'il faut faire un projet de développement du pays. Et on va chercher des gens, les Dominique Strauss-Kahn, les Carlos Lopez, les Insou, qui étaient au Bénin et qui n'ont rien foutu là, qui passaient tout son temps à danser avec Yahi Boni. Et c'est ces gens-là qu'on a amenés à coups de billets d'avion, de classe affaires et hôtels, tout ça payé, pour venir lancer un soi-disant plan de développement. Soyons sérieux. Quel homme d'affaires, parce que dans le PND, ils disent l'État va apporter 35%, et les bailleurs de fonds apporteront 65%. Dites-moi sincèrement, quel homme d'affaires, quel bailleur de fonds sérieux va venir investir dans un pays qui est en crise politique permanente et qui est dans une situation comateuse en termes politiques et qui est gangréné par la corruption? C'est-à-dire que la corruption dans ce pays aujourd'hui est devenue un phénomène endémique, et même systémique. Et donc, le gouvernement pense trouver déjà une solution. Ce sont des critères que les bailleurs de fonds analysent d'abord avant de venir dans un pays. Ça veut dire que sur la base de ces deux critères-là, c'est perdu. Parce que nous sommes dans un pays où c'est la mafia qui règne. Vous commencez par faire un projet, on te demande qu'est-ce que moi je gagne. Vous avez des gens qui arrivent un matin avec des armes qui disent donne-nous notre part, ou on te fusille, tout ça là. Qui va venir mettre de l'argent? On peut même aller chercher Barack Obama, on peut aller chercher le meilleur gestionnaire du monde. Tant que le système qui régit ce pays, qui est un système totalement mafieux, n'aura pas changé, on peut créer 1001 plans de développement, ça ne marchera pas. Sous forme d'Assingbe, on peut aligner les plans de développement. On les avait alignés la dernière fois ici, DRSSP, PIDC, tout ça là. Rien, ça n'a rien donné. Donc c'est des inventions pour bluffer les gens. Maintenant, on a appris que c'est ceux qui ont conçu le PND qui ont donné des conseils comme quoi il faut désormais aller auprès des populations. Ça sert en même temps de pré-campagne. Alors, on fait croire aux gens que oui, on délocalise les conseils des ministres dans vos localités, c'est une fierté. Ils sont allés à Tablibo. Il y a quoi, 2 semaines, vous retournez là-bas, quelque chose a changé. Ils sont allés à Kanté, on a vu la poussière, quelque chose a changé. Ces tentes climatisées qu'on déplace tous les jours, les factures sont autour de 80 millions. Peut-être Sautoubois. Sautoubois, c'est la semaine prochaine. Et comment l'appelle-t-on? Ceux qui sont allés à Kanté, vous savez qu'on a déplacé tous les ministres à Kanté. On a pris les gens dans le Fouquet. Ils sont descendus, je ne sais pas où, à Niamtougou. On leur a affecté des voitures. Ils se sont promenés un peu partout. Tout ça, c'est des coûts. Cet argent-là, les 80 millions, les 100 millions qu'on dépense pour délocaliser les conseils des ministres, ça suffit pour arranger les hôpitaux. Vous avez vu l'état de délabrement avancé de l'hôpital de Tablibo. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que c'est un hôpital, ça, dans un pays comme le nôtre. Et donc, ces 80 millions qui ont servi à payer les factures de ces businessmen qui ont dit qu'il faut faire les tentes climatisées un peu partout, ça aurait pu permettre de donner un coup de peinture, de changer les choses, d'acheter des lampes, tout ça pour l'hôpital de Tablibo. Tout comme ils sont allés à Kanté où on a vu que les gens étaient dans la poussière. Et avant même que ces conseils des ministres n'arrivent, ce que vous ne savez pas, c'est que les militaires envahissent les lieux.
On dégage les petits commerçants dans les rues. C'est ça que les gens font pour manger tous les jours. Parce qu'on veut faire un conseil des ministres, on casse les baraques, parce que le chef de l'État doit passer par là. On détruit les petits commerces des gens parce qu'on veut faire le conseil des ministres. Donc vous voyez que la délocalisation des conseils des ministres crée même plus de désagréments aux populations que ça leur rapporte quelque chose de concret. Oui. Et c'est bien dommage. Il faut arrêter cette diversion-là. Est-ce que pour développer les villes, est-ce qu'on a besoin de délocaliser les conseils des ministres pour s'enquérir des réalités du terrain? Est-ce qu'on en a besoin? Certains parlent de folklore. Oui, vraiment du folklore. Pendant 14 ans, on ne sait pas comment l'état dans lequel se trouvent les villes. Et c'est avec les... Moi, je dis que, voilà... Les germes de l'échec du PND, du plan national de diversion, se trouvent dans la délocalisation de ces conseils de ministres. Non, pour parler de l'échec, il faut attendre d'abord évaluer les résultats sur le terrain. On voit venir ce PND-là. Quand on prend plus de 80 millions pour organiser un conseil des ministres à l'intérieur d'une journée, dans une ville où, malgré la présence des usines de transformation, d'exploitation des ressources minières, les populations sont tellement pauvres. Les populations autochtones n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans ces usines-là. Les infrastructures dans ces villes-là sont en totale désuétude. Même les écoles, les enfants manquent tellement. Parce que à Tablibo, aujourd'hui, il y a, les gens l'ont dit, il n'y a qu'un seul lycée à Tablibo. À Tablibo aujourd'hui, et c'est prêt à craquer. Quand les gens veulent maintenant aujourd'hui aller dans d'autres collèges ou lycées, il faut faire des kilomètres pour les enfants. Or les enfants, parfois quand ils reviennent à la maison après les cours, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à apprendre. Et c'est à quelques kilomètres de Lomé. Et c'est à quelques kilomètres de Lomé. C'est dans cette ville qu'on délocalise les conseils de Ferdinand, le temps nous talonne. Vous empruntez souvent la route d'Adjido Gomé? Oui, c'est une route, je peux la qualifier de la mort. C'est comme toutes les autres routes de Lomé d'ailleurs, à part 2 ou 3 routes qui sont véritablement praticables. Il y a d'autres routes à Lomé qui sont des véritables catastrophes. Et la route d'Adjido Gomé en est une parce que on voit bien que on voit bien que depuis 15 ans, il y a eu une délocalisation de beaucoup de populations, de nos compatriotes habitent maintenant dans cette banlieue-là, comme à Goé et toutes les autres banlieues. Et il y a du monde et il n'y a pas d'aménagement. Cette route date de l'époque de 90, quand il y avait la transition avec les Cofigo, tout ça. Bon, je ne vais pas revenir sur ces détails, on sait ce qu'eux aussi ont fait. Et cette route, c'est un sentier. Et tous les jours, il y a des accidents. C'est la route la plus dangereuse aujourd'hui à Lomé. Tous les jours, il y a des accidents sur cette route. Et on ne pense pas l'aménager, on ne pense pas la refaire. On repart d'abord. Elle n'est même pas large. L'asphalte, le goudron est devenu un truc comme un sentier. Mais finalement, et donc quand 2 voitures veulent se croiser, c'est la croix et la bannière. Et donc les motocyclistes sont souvent heurtés. Et donc c'est-à-dire que quand vous prenez la ville de Lomé, on a l'image d'une capitale c'est une catastrophe. Il n'y a rien d'organisé. Moi j'ai toujours dit sur le plan des transports, moi j'ai fait certains pays en Afrique où on a réussi à régler un certain nombre de choses en pleine circulation. Vous allez par exemple à Yaoundé, même des ruelles sont à Yaoundé ou même à Douala, les motocyclistes ne sont pas autorisés à circuler dans le centre-ville. Ils sont ramenés dans la périphérie. De telle manière que le centre-ville soit seulement laissé au transport de taxis, les bus et tout ça. Ça permet d'aérer la circulation. Et aujourd'hui, on a tout à Lomé. Vélo, moto, tricycle. Ferdinand, on va revenir sur le cas des accidents dans la troisième partie de cette Ce qui importe, ces engins-là sont les mêmes qui gouvernent le pays. Tous ceux qui ont des actions dans les sociétés qui importent les motos aujourd'hui, c'est les mêmes qui gouvernent le pays. Du coup, on nous envahit de tout ce matériel-là et on s'étonne que le nombre d'accidents augmente. On va y revenir dans la troisième partie. Isidore, un mot. Finalement, quand vous prenez la route là, le goudron n'existe pratiquement pas. Et en plus de ça, il y a des trous un peu partout, des nids
de poules un peu partout. Là où nous sommes à 7 heures, il est presque 17 heures. Quand tu sors maintenant, quand tu te poses sur la route d'Adidogomé, la route dont tu parles là, c'est la croix et la bannière. Il y a un embouteillage monstre sur la voie. Ce qui fait que tout le monde se cogne sur cette voie. Et tu vois, aujourd'hui, on fait semblant de replâtrer la route, on creuse un peu, et puis on met quelques graviers dedans, et puis le trou n'est pas bouché. Tu sors, tu retombes dedans. C'est la catastrophe sur cette route. C'est vraiment, je ne sais pas. C'est la nationale numéro 3, c'est ça, non? Et voilà l'état dans lequel se trouve cette route. C'est notre nationale. Dommage. Merci, c'est la fin de la deuxième partie. On se retrouve dans la troisième partie et ce serait la fin de cette émission. Mais en attendant, restez nous fidèles. À tout à l'heure.